Vous vous souvenez qu'au mois d'août, Sir Edmond Hillary, avant son départ pour le Népal, nous avait dit « Moi, je pars à la chasse au Yeti, j'emporte des fusils à seringue hypodermique pour l'endormir si je le trouve. » Sir Edmond Hillary est de passage à Paris pour faire examiner par des scientifiques son scalp. Il n'a pas trouvé de Yeti, et je crois qu'il faut lui demander s'il y croit toujours à ce Yeti. Sir Edmund, do you still believe in the Yeti? Well, I don't think I've ever really expressed my feelings, my belief that the Yeti did exist at all. Sir Edmund précise qu'en fait, il n'a jamais prétendu d'une manière formelle que le Yeti existait. Croyez-vous que ce scalp soit un véritable scalp de Yeti? Jusqu'à présent, je répondrai oui, avec des réserves. J'ai montré autrefois dans mon livre sur la piste des bêtes ignorées que, d'après les courants de poils sur ce scalp présumé, il devait s'agir d'un scalp authentique et non pas d'une pièce de cuir prise soit sur le dos d'un animal, soit sur quelque autre partie d'un animal connu. Un notable Sherpa accompagnait Sir Edmund Hillary au cours de cette interview. Imaginez-vous à la faveur de cette danse népalaise que quelques semaines s'écoulent car l'affaire n'en restait pas là. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, M. Bernard Heuvelmans était à côté de moi, aux côtés de Sir Edmond Hillary, qui nous ramenait un soi-disant scalp de Yeti. M. Heuvelmans, qui est l'un des 3 grands spécialistes européens de la question, nous avait dit « Ce scalp est authentique, j'y croirai jusqu'à que l'on me démontre le contraire. » Et M. Heuvelmans vient aujourd'hui nous dire, ce scalp était un faux. Monsieur Heuvelmans, comment vous êtes-vous rendu compte que ce scalp était un faux après nous avoir dit qu'il était vrai? Parce qu'on m'a démontré qu'il était possible de fabriquer ce scalp à partir de la peau du cou d'un autre animal. Pensez-vous que Sir Edmond Hillary, lui, lorsque nous avons eu cette conversation à 3, était au courant? Est-ce qu'il nous a bluffé? Oui, incontestablement. Je savais d'ailleurs moi-même que c'était un faux, mais je ne pouvais pas l'affirmer parce que j'avais la pièce en main et la pièce me disait le contraire à ce moment-là. Je crois que c'est ça le point de vue scientifique. Dis-moi Bernard, c'est comme ça que tu entends commencer le magazine d'aujourd'hui? Bah oui, pourquoi pas. Mais c'est une interview qui a été publiée au journal télévisé, ça y est quelques mois. Elle était d'ailleurs excellente. Enfin, ça n'est pas du tout la forme d'une première séquence d'un magazine. Il y a plus. Que se passe-t-il en réalité? On se moque du téléspectateur. C'est plus l'abominable homme des neiges, c'est l'abominable Bernard Heuvelmans. Oh. Mais oui, un jour tu dis A, 15 jours après tu dis B. Comment veux-tu qu'on te croie? Bah, on a le droit de se tromper, non? C'est en corrigeant des erreurs qu'on fait progresser les sciences. Oui, moi je voudrais qu'on fasse le point. Un jour, tu as été au journal télévisé où tu as interviewé Hillary. Et puis, au cours de cette interview, tu as vu un scalp et tu as dit qu'à ton avis, il était vrai. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Passons. Et on t'a prouvé le contraire? Je me suis prouvé le contraire. Quand Hillary m'a montré ce scalp, il m'a paru suspect. Il paraissait vrai, étant donné la direction des poils, mais d'un autre côté, il y avait quelque chose de suspect. Il me faisait penser à la nuque d'un animal que j'avais vu avant la guerre dans un zoo. Mais les poils n'étaient pas disposés comme sur la nuque d'un animal. Alors, j'ai confié mes doutes à mon ami Ivan Sanderson à New York, qui m'a répondu tout de suite, écoute, fabrique un scalp toi-même, fais l'expérience et tu comprendras tout. Alors, j'ai pris une peau de cheval, un morceau de la nuque d'un cheval. Je suis allé chez un taxidermiste avec un moule en bois que j'avais fait faire et je lui ai dit, faites-moi, je vais pas dire un scalp, mais enfin, faites-moi un chapeau avec ça. Et il t'a fabriqué ton scalp de Yeti? Oui. Et tout ça, ça a été filmé? Oui. Ça fait partie des éléments de ton enquête, de l'émission que tu prétends faire sur l'abominable homme des neiges. Oui, il est là. Bon, alors on peut le voir. Oui. Vous pouvez envoyer la séquence suivante, filmée par M. Heuvelmans, s'il vous plaît. Je suis curieux de voir ça. Ça, c'est comme vous voulez, dans la crinière. Oui, la crinière bien, Oui. bien au-dessus. Dans quel liquide est-ce que ça a trempé? C'est tanache, c'est des sulfates de sang, de alum, de vinaigre
Il décèle? Ah oui. Ici? Oui, oui, mais bien tendu. Mais il faut être un peu coiffeur aussi, pour la taxidermie. Oh, et tout? Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça, je voulais? Oui. Moi, je trouve ça formidable. Tu associes un taxidermiste basque avec une peau de cheval sans doute français, percheron peut-être, et avec tout ça, tu espères obtenir un faux scalp de Yeti. C'est Mais- admirable. C'est ça que j'ai obtenu, non? Oui, enfin, il y a une chose tout de même assez étonnante. Tu nous présentes là un joli petit documentaire sur l'artisanat, mais tu nous montres pas le résultat. Moi, j'aimerais bien le voir, ce scalp. Qu'à cela ne tienne, je vous l'ai amené. Et voilà. Voilà le travail. Vous voyez, c'est tout de même assez convaincant. Tous les poils qui étaient orientés parallèlement à la crête, maintenant, divergent tous. Ils ont une disposition rayonnante, vraiment comme sur une tête. C'est plus la nuque d'un cheval, c'est, si on peut dire, un scalp de cheval. Oui, un cheval qui aurait la tête sur le dos. Oui. Il avait la tête dure, ton Yeti, dis donc. Oui, celui d'Hilary aussi, était comme ça. Oui, mais enfin, celui-là, on sait qu'il est en peau de cheval, mais en peau de quel animal était celui que Hilary nous a présenté? C'est ce que je vous ai dit, justement. Il m'avait fait penser à un animal que j'avais vu dans un zoo, exactement le zoo d'Amsterdam avant la guerre. Et cet animal, c'est le sérou. Alors, vous voyez, le sérou, c'est un rupicapridé, comme on dit, c'est-à-dire une chèvre-chamois. C'est un animal qui vit dans les hautes montagnes. Et il se fait qu'il s'en trouve précisément une espèce au Népal, dans la région, dans l'habitat présumé de l'abominable homme des neiges, ce qui, évidemment, renforçait mon diagnostic. Mais il fallait trouver une peau pour pouvoir comparer les poils de cet animal avec les poils des différents scalps que je possédais, notamment les poils du scalp qu'Hilary a rapporté. Seulement, c'est un animal qu'on ne trouve pas dans beaucoup de zoos. Certainement pas, et même pas dans des musées. Il n'y en avait pas au Muséum d'histoire naturelle ici à Paris, alors je me suis renseigné à droite et à gauche, et finalement, mon ami le docteur André Capal, directeur de l'Institut des sciences naturelles de Belgique, m'a dit, il y en a un chez moi, et je t'envoie tout de suite par express des poils prélevés sur les différentes parties du corps. Il m'a envoyé ça. Restait à comparer ces poils avec ceux des différents scalps, et pour le faire, je me suis rendu dans un laboratoire de police. Nous sommes ici dans un laboratoire de criminalistique, de police scientifique si vous le préférez. Pour des raisons faciles à comprendre, je ne puis pas vous dévoiler l'identité de la personnalité que je vais interroger et à laquelle je vais demander que peut-on retirer de l'étude d'un poil. Les poils ou les cheveux qu'on peut trouver sur les lieux d'un crime sont des indices précieux pour l'identification ou l'exclusion d'un suspect, car ils ont un aspect et une structure caractéristiques selon les individus, les races et surtout les diverses espèces de mammifères. Oui, ici, au moyen du microtome, qui est une sorte de machine à couper le jambon, mais qui débiterait des tranches extra fines, on peut couper les cheveux en 4 dans le sens de la longueur, et même en 40. Les coupes ainsi produites permettent d'établir que tout poil a, comme un arbre, une structure concentrique. La cuticule externe se présente sous forme d'écailles irrégulières, et sous elle se trouve la couche la plus importante, l'écorce. Et enfin, au centre, il y a la moelle. Ces divers éléments varient un peu d'un individu à l'autre, plus sensiblement d'une race à l'autre, mais très nettement d'une espèce à l'autre. Les poils sont donc très différents chez les différents animaux,
et vous n'avez qu'à feuilleter l'Atlas classique de Balthazar qui vous montrera toute une gamme de poils très divers. Oui, on voit ici qu'il y a une extraordinaire variété de structures dans les poils des différents mammifères. Ici, les marsupiaux, les lièvres et les lapins, les ruminants, On s'aperçoit qu'il n'y a pas une véritable constance dans les structures au sein d'un même groupe, sauf peut-être chez les microchiroptères, comme ceci, voilà une chauve-souris, où le poil a vraiment une structure très très particulière. Oui, ça c'est exact. Aussi doit-on procéder uniquement par comparaison et exclusion. Pour identifier un poil, il faut toujours posséder l'élément de comparaison. C'est pourquoi on constitue des sortes de bibliothèques de poils. Ce que je puis vous dire en tout cas, c'est que les 3 lots de poils provenant du Népal que vous m'avez soumis il y a quelques jours sont tout à fait semblables à ceux du Sérou que vous m'aviez apporté à titre de comparaison. Ils proviennent donc manifestement de la même espèce. Oui, ben c'est tout à fait parfait tout ça, mais dis-moi, ils sont pas très loquaces, t'es spécialiste de l'identité judiciaire. Oui, ils ne sont pas très visibles non plus, comme vous avez pu le voir, si j'ose dire. Ben, les temps sont durs, hein, ces gens-là ne se laissent pas photographier comme Brigitte Bardot. Mais enfin, non, ce qui était essentiel dans cette histoire-là, c'est qu'on puisse prouver que les poils des différents scalps provenaient bien du Sérou, et là, je crois que la démonstration est tout à fait convaincante, non? Donc il n'y a pas de doute, les scalps sont faux. Tous les scalps sont faux. Alors tu en arrives automatiquement aux conclusions de Sir Edmund Hillary. J'ai là le dernier article qu'il a publié dans Life, Epitaph to the Elusive Abominable Snowman, qui est en quelque sorte l'acte de décès de l'abominable homme des neiges. Bon, monsieur Hillary, oui, parce que ça l'arrange bien, parce que ça excuse l'échec de son expédition. Enfin, il n'est pas le seul. D'ailleurs, il n'est même pas qualifié pour porter ce jugement, quoi. C'est pas un zoologiste, c'est un montagnard. Parce que toi, tu y crois encore. Mais bien sûr que j'y crois encore. Enfin, c'est pas parce qu'on fait des faux scalps de Yéti que le Yéti n'existerait pas. Mais quel est l'intérêt de fabriquer des faux scalps de Yéti? Il semble que dans les monastères là-bas, on fabrique ces scalps pour des danseurs. Comme on fabrique des masques pour des danseurs, pour des danses rituelles. Bon, mais tout ça, c'est très bien, mais moi, j'aime bien faire le poids. Alors, on le fait. Tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, c'est balayé, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il fallait tout de même éliminer cette pièce à conviction, qui pour moi n'a jamais été qu'une pièce secondaire, qui semblait corroborer ce que je pensais de l'abominable homme des neiges avant qu'on en parle. Mais on a fait tellement de polémiques autour de cette pièce qu'il fallait en parler et l'éliminer. Bon, donc on repart à zéro. Elle est éliminée, on n'en parle plus. Enfin, l'affaire commence maintenant. Je vais vous citer mes témoins. J'en ai d'éminents. Enfin, vous avez l'air d'imaginer que je suis le seul au monde à croire à l'abominable homme des neiges. J'ai peut-être été le premier zoologiste à le décrire scientifiquement, mais enfin, il y a des tas d'autres zoologistes qui maintenant y croient. Et les gens les plus éminents, je peux citer des témoins aussi bien aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne ou en URSS. Le premier témoin que je vous cite, c'est Gerald Russell. Il connaît très bien l'Himalaya et le Népal, certainement aussi bien qu'Hillary. Il a participé à des tas d'expéditions à la recherche de l'homme des neiges, notamment la toute première, celle du Daily Mail. Depuis 1900 environ, nous avons des indications au monde occidental d'un animal rare qui habite l'Himalaya. Puis nous avons eu d'autres renseignements. Il est en Asie centrale, au Pakistan, Perse, même en Californie et en Afrique centrale. Mais je voudrais que vous limitiez en ce moment-ci au Népal, que vous connaissez bien pour l'avoir prospecté si longtemps. Nous avons débuté au Népal et là, j'ai trouvé qu'il y a 3 espèces. Un grand, un moyen et un petit. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication approximative de la taille de ces différents types? Le grand est très grand. Il est si grand que cela m'embarrasserait de vous dire sa grandeur. Quoiqu'il y a beaucoup d'hommes grands sur la Terre et même en Afrique. Mais le second est beaucoup plus petit, la taille d'un homme moyen ou sous la moyenne un peu. Et le dernier fait 1 mètre. Je n'ai vu que les traces du second et du troisième, et des excréments aussi. Peut-être j'ai le record de traces qui étaient vues par quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous faire une idée de la nature zoologique de ces différents hommes des neiges? Oui, tout le monde se penche sur cette question. Ressemble-t-il plutôt à l'homme ou plutôt à un des grands singes?
C'est une question que nous ne savons pas, docteur. Et vous êtes peut-être mieux placé pour donner la raison. En tout cas, d'après la trace des pas, le gros orteil n'est pas opposable, et à cet égard, en tout cas, ces êtres se rapprocheraient plutôt de l'homme. Oui, il est toujours sur deux pattes. On ne le voit jamais à quatre pattes, comme nous voyons par exemple les grands singes. En tout cas, je crois qu'on peut conclure que dans l'Himalaya, et plus précisément dans le Népal, il y a au moins 3 types d'êtres, ne précisons pas davantage, d'êtres inconnus, d'espèces zoologiques à découvrir encore. C'est exact. Et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. À ma première expédition, j'ai cru qu'il y avait 2000 environ, et la seconde, maintenant, je crois qu'il y en a dans les 4000. Quand Gerald Russell m'a envoyé du Népal des excréments présumés du plus petit des yétis, je les ai soumis au laboratoire d'analyse chimique et bactériologique de Bruxelles, où le professeur Kufrat devait en confier l'analyse à son assistante, Madame Rayet. Ce laboratoire est adjoint au magnifique Institut des sciences naturelles de Belgique. Les conclusions que j'ai retirées sont les suivantes. Cet animal n'avait pas ingéré de viande. Ce n'était donc pas une nourriture de carnivore. Il était uniquement herbivore, tout au moins pour les faits examinés, bien sûr. Oui. De plus, c'était un mangeur de feuilles, donc un mangeur de verdure. Il ne mangeait pas de racines, il ne mangeait pratiquement pas de tiges. Il y avait, je crois, quelques éléments, il y avait des restes d'insectes aussi. Il y avait évidemment quelques restes d'insectes, seulement il faut tenir compte que les insectes peuvent très bien s'être trouvés sur les feuilles qu'il a avalées, et ça n'indique pas nécessairement que l'animal a désiré manger des insectes. Et alors, la manière dont les feuilles avaient été mastiquées, je crois que c'était assez grossier. La façon dont les feuilles avaient été mastiquées, en effet, nous donne également des indications. Dans ce cas-ci, les feuilles étaient mastiquées, étaient très divisées, c'était donc des tout petits morceaux, véritablement comme si une ménagère avait haché des légumes verts au hachoir. Et en même temps, j'ai remarqué qu'ils étaient très peu digérés, donc très peu attaqués. On retrouvait des tout petits débris, mais pratiquement intacts des feuilles ingérées. Oui, ça c'est assez caractéristique des singes en général, qui avalent très rapidement un peu tout et qui digèrent très peu. Oui, mais par exemple, les singes en général, pour les fesses que j'ai examinées tout au moins, avaient l'air d'avaler très peu, mais on retrouvait des débris beaucoup plus grands. Oui. Tandis qu'ici, c'est vraiment très petit. Tandis que, disons que les dimensions, c'est de l'ordre du micron, donc quelques dixièmes de milligrammes, tandis que dans les fesses des singes que j'ai examinés, eh bien, disons qu'on pouvait facilement atteindre quelques millimètres, même 1 centimètre ou 2. Oui, les singes dans la région, il y a des cénopithèques qui, évidemment, sont plus ou moins ruminants et qui, alors, réduisent beaucoup plus leur nourriture. Oui, alors, évidemment, là, c'est presque une bouillie. C'est cela, oui. Mon témoin suivant est le plus grand spécialiste mondial des primates, le Dr Osman Hill, qui a étudié lui aussi du matériel rapporté par certaines expéditions. Aux eaux de Londres, dont il dirige le laboratoire d'anatomie, je lui ai donc demandé son opinion sur ce mystérieux problème. I think the problem is as mysterious as ever it was. Et donc, Bernard, tu pourrais traduire? D'accord. Eh bien, il m'a dit qu'en dépit des affirmations d'Hillary, on a des preuves de l'existence dans l'Himalaya d'un être inconnu, car enfin, il reste à expliquer tout de même les traces de pas, ainsi que les nombreux rapports des indigènes et des quelques Européens qui prétendent avoir vu ces créatures vivantes. We still have to explain what these were, and so far, the explanations which have been put forward. Les explications proposées qui se rapportent à des êtres connus ne sont pas convaincantes. I only know of 2 hands. Je lui ai demandé ce qu'il pensait des mains momifiées examinées par certains. Et il m'a dit n'en connaître qu'une seule et un avant-bras. Il en possédait d'ailleurs des fragments. Ici, le pouce et une phalange de la main dite du monastère de Pangbochi. From the Pangbochi monastery. Now we've had these x-rayed and examined in Le Dr Hill les a fait radiographier
et les a examinés en détail. Et bien que les métacarpiens aient des traits qu'on trouve normalement chez les anthropoïdes et non chez l'homme, la taille relative des os et la disposition des surfaces d'articulation des phalanges semblent indiquer tout de même que ceci provient d'un être humain et non d'un singe quelconque. Joint surfaces on the phalangeal bones all point to the fact that this was human. The Makalu hand, which is here, la main de Makalu, trouvée par hasard, n'est autre qu'une patte de léopard des neiges ou de quelque autre félin et n'a donc rien à faire dans cette histoire. On the whole matter, I wouldn't like to... Pour conclure, le Dr Hill estime, sans vouloir bien entendu se prononcer de manière catégorique, qu'il reste encore beaucoup à expliquer. Oui, enfin tout ça devient un petit peu plus évident et un petit peu plus concret. On commence à avoir l'impression de rentrer véritablement dans l'émission. Un petit peu plus concret, mais qu'est-ce qu'il vous faut? On vous parle de poils, d'ossements, d'excréments. C'est tout à fait concret, ça, non? Tu t'es levé, c'est pour plaider? Ben écoute, je fais figure d'accusé ici, c'est presque le 3e degré. Enfin, nous travaillons tout de même selon des méthodes tout à fait rigoureuses. Nous sommes quelques zoologistes dans le monde à essayer maintenant de découvrir et de définir d'une manière systématique les animaux encore inconnus. En fait, nous sommes en train de fonder une science nouvelle, que Sanderson et moi nous avons d'ailleurs appelée la cryptozoologie, la science des animaux cachés. Et pour les étudier, que faisons-nous? Nous étudions les traces qu'ils laissent dans la nature. Et sur les hommes des neiges, ben, il y a des centaines de témoignages. Et ça, tiens, celui qui a réuni ces témoignages, eh bien, je devrais vous l'amener. Ça, c'est un témoin de choix, un académicien soviétique, le professeur Boris Porchniev. Tu l'as filmé encore, celui-là? Ah non, malheureusement, celui-là, je n'ai pas pu le filmer. Il est passé me rendre visite à Paris. C'est lui qui dirige la commission pour l'étude de l'homme des neiges en URSS. C'est là-bas un problème qui est étudié de manière tout à fait officielle. Et il a réuni, finalement, ses conclusions dans une carte. Une carte qui représente la distribution géographique ancienne de l'homme des neiges, là où ne subsistent que des rumeurs, des légendes, et la distribution géographique présente, là où il y a des témoignages récents. Ce qui est significatif, c'est que cette distribution géographique coïncide avec celle de la panthère des neiges. Il semble donc que ce soit lié à un habitat bien précis. Porchniev pense qu'il s'agit d'un seul être, d'une seule espèce, dans toute l'Asie, depuis le Caucase jusqu'en Chine, en Indochine, Birmanie, au nord de la Mongolie et au sud, l'Himalaya. Or, vous avez entendu par Gerald Russell qu'il considère, lui, qu'il y a déjà 3 types au sud de la crête de l'Himalaya. Et ton opinion personnelle? Ah, moi, je crois qu'il a raison. Et je pense que les anglo-saxons et moi-même, nous avons étudié les hommes des neiges au sud de l'Himalaya, où il y a divers types, et les soviétiques ont surtout étudié ceux qui se trouvent au nord de l'Himalaya, où c'est un autre type. Porchniev pense que c'est une sorte de néandertalien, ce qui serait évidemment passionnant, et ça ferait un boom terrible si on en découvrait un, parce que, et au point de vue zoologique et au point de vue philosophique, ça aurait des retentissements considérables. Celui-là, celui du Nord, a été étudié d'ailleurs il y a bien longtemps par les Russes. En fait, avant la guerre de 14-18. Un certain professeur Kharlov l'a étudié à ce moment-là, et il montre des représentations de cet être, qui est une sorte d'homme velu à visière très proéminente, prognate, un homme velu avec des arcades sourcilières très proéminentes. Moi, je trouve ça sidérant. C'est sidérant. Non, non, c'est pas du tout ça qui est sidérant. Ce qui est sidérant, c'est que tout le monde court après l'abominable homme des neiges, personne ne le voit. Oh, personne, il y a des centaines de témoignages. Oui, enfin, il n'y a pas d'occidentaux. Mais si, il y a des tas d'occidentaux. Non, enfin, finalement, disons quand même que personne ne le voit, et maintenant tu nous annonces qu'il y en a pléthore. N'est-ce pas? Il n'y en a pas un, il n'y en a pas 2, il y en a 10, 15 types différents. 4 au moins. Mais d'ailleurs, enfin, ça c'est pour l'Asie, mais il y en aurait dans le monde entier. Ah oui? Ah oui? Il n'y en a pas que dans l'Himalaya, non? Non. Ivan Sanderson vient de publier un livre sur l'ensemble du problème des hommes des neiges qu'il vient de m'envoyer, il vient de sortir de presse, et il parle d'hommes des neiges au sens le plus large, parce que ce ne sont pas des êtres qui vivent dans la neige, non seulement en Asie, mais en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, même aux États-Unis, en Californie. Il y a d'ailleurs une expédition sur place là-bas. Oui, il n'y en a pas seulement dans l'Himalaya, il y en a dans le monde entier. Exactement. Mais, tu sais, c'est pas une question de livre de zoologie, c'est une question de dictionnaire. Il suffit de dire une fois pour toutes qu'on appelle animal inconnu un abominable homme des neiges, et puis ça y est, c'est devenu synonyme. Non, mais d'ailleurs, ici, il s'agit de grands primates velus
humanoïdes, des bêtes ignorées, ça, il y en a partout dans mon bouquin sur la piste des bêtes ignorées. J'ai étudié au moins 25 cas différents, et depuis sa parution, j'ai reçu des rapports, et les rapports, il y en a des tas d'autres. Moi, les grands animaux ignorés ou inconnus, j'y crois plus. Oui, enfin, si, il y a quand même quelque chose. Tu parles exactement comme Cuvier parlait il y a un siècle et demi. Il disait il y a peu d'espérance d'encore découvrir de grands animaux. Mais depuis lors, il était démenti continuellement, d'année en année. Cuvier avait à peine énoncé son slogan que son propre élève Diard lui révélait l'existence aux Indes d'un tapir à dos blanc. Un tapir, animal spécifiquement américain aux Indes, eh oui. Et il était au surplus bizarrement marqué. Quelques années plus tard, en 1832, l'Allemand Ruppel trouvait dans les montagnes d'Abyssinie le plus grand des babouins, le Gelada, majestueusement drapé dans sa houppelande laineuse. Peu après, on entendait parler pour la première fois de l'hippopotame nain du Libéria, pas plus gros qu'un porc. Son existence a été contestée jusqu'en 1913, quand Schomburg en captura de premiers spécimens. Après quoi, le père Armand David nous faisait connaître de Chine, entre autres, le cerf à queue de vache qui porte son nom, et l'incroyable panda géant, le faux ours blanc et noir qui est en réalité un raton démesuré. Ensuite, toute une série de ruminants est mise à jour. Et, entre autres, le minuscule cerf des marais chinois, entièrement privé de bois, mais armé de crocs, et l'antilope girafe, qui, non contente d'avoir un long cou, s'étire encore davantage en se dressant parfois sur ses pattes de derrière pour manger le feuillage des arbres. En fait, elle était déjà connue des Égyptiens de l'Antiquité, comme d'ailleurs un zèbre à rayures trop fines et nombreuses, qu'on croyait dû sur ses représentations à un effet de stylisation. Pas du tout, c'était un zèbre particulier qu'on découvrit au Jardin des Plantes, après que le Négus d'Abyssinie en eut offert un au président Grévy. À côté de ce zèbre de Grévy, le zèbre ordinaire paraît non seulement plus petit, mais surtout beaucoup moins finement rayé. Ceci est particulièrement frappant quand on juxtapose leur peau pliée en deux. Alors, nous parvient l'annonce de la découverte en Mongolie par le colonel Przewalski du vrai cheval sauvage, dont il ne subsiste plus actuellement qu'une quarantaine d'individus dans la nature. Après quoi, les coups de théâtre vont se succéder les uns après les autres. Après avoir trouvé l'ours géant de l'Alaska, qui atteint 3 mètres de long et peut peser plus de 700 kilos, on s'avise, en Afrique, qu'une race du plus grand des rhinocéros, le rhinocéros blanc à lèvres tronquées, se trouve dans le centre du continent où il était jusqu'alors totalement inconnu. Si de tels colosses peuvent passer inaperçus, allez vous étonner, après cela, que le plus grand de tous les singes, le gorille des montagnes, ait conservé l'incognito jusqu'en 1901. Comme d'ailleurs le fameux okapi, la girafe à cou bref et à croupe zébrée, dont l'irruption fit sensation à la belle époque, j'en passe et de meilleurs. 1925 nous fait connaître, outre le Charleston, le chimpanzé pygmée. Il a le visage noir et les lèvres blanches, des faux chanteurs de jazz nègre qui à ce moment triomphent sur la scène des music-halls. En 1947, enfin, le docteur Krumbiegel annonce que le loup à crinière des pampas sud-américaines, en réalité un renard aux surpattes, aurait un cousin dans les Andes. L'existence de l'animal étant fondée sur une seule peau, achetée à Buenos Aires, je suis allé l'examiner à Munich, au château baroque de Nymphenburg, où a été tourné le film l'année dernière à Marienbad, et dont une annexe contient les collections zoologiques de l'État bavarois. Là-bas, j'ai étudié avec soin la magnifique fourrure brun noirâtre de l'inconnu présumé. Ses poils soyeux, longs de 20 cm, et j'ai bien dû reconnaître qu'elle est très différente de celle roux clair, aux poils courts et rude du loup à crinière. Mais, car il y a un mais, j'ai aussi eu l'occasion là-bas de voir une autre fourrure, celle d'un spécimen noir du loup du Canada. Et je l'ai trouvée quasi identique à celle du prétendu loup des Andes, dont la fourrure avait peut-être été importée du Nord et qui, dans ce cas, hélas, n'existerait pas. En revanche, j'ai pu comparer là-bas le crâne du daim de Mésopotamie à celui d'un daim ordinaire. Les bois de ce daim, présumés disparus et retrouvés tout récemment, sont plus grandes et portent de larges expansions, là où chez le daim ordinaire, il n'y a qu'une simple pointe. C'est la dernière grande acquisition de la zoologie. Bon, revenons à nos moutons. On peut en citer beaucoup comme ça on te fait confiance. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'abominable homme des neiges. Alors cet abominable homme des neiges, ce qu'on voudrait maintenant, c'est pouvoir le voir.
le voir sinon en chair et en os, tout du moins en voir une représentation visuelle assez précise et qui nous permette de l'imaginer. Je vous ai dit qu'il y en avait toute une série de différents. Alors, vous avez déjà vu les représentations là, du professeur Chachloff. Moi, il y en a qui m'intéresse spécialement dans toute cette bande, c'est l'original, l'abominable homme des neiges original, le géant, l'ogre velu de l'Himalaya. Le seul, le vrai. Peut-être pas le seul, le vrai, mais enfin un des vrais, et auquel je crois très fort moi-même, puisque j'ai même fait une description scientifique de cet animal qui est très précise. Alors, c'est celui-là que vous voulez voir? Je croyais que tu lui avais donné un nom. Ah oui, oui. Il n'ose pas. Il ose pas. Il se méfie. Dinanthropoides nivalis. Oui, tu nous écrases avec ta On chance. comprend, hein. Ça signifie tout simplement le terrible anthropoïde des neiges, pour rappeler d'ailleurs le nom de l'animal légendaire. Bon, laisse les grands mots de côté et montre-nous les bases de tes recherches. Mais pour moi, ça se présentait comme un puzzle. Il y a des tas de pièces éparses, et il fallait les rassembler. Une piste d'homme des neiges révèle une succession régulière de traces décalées alternativement vers la gauche et vers la droite. Les empreintes ne trahissant aucune superposition proviennent sans conteste d'un bipède. Une trace individuelle montre que le pied de ce bipède est beaucoup plus large qu'un pied humain, a le gros orteil non opposable et le second orteil le plus long, comme on le voit d'ailleurs, sur le modèle en plâtre réalisé d'après cette empreinte ou encore sur un moulage obtenu directement sur place. Contrairement à ce qu'on a suggéré, ces traces de pas ne peuvent pas être celles d'un ours, auquel elles ressemblent vaguement d'ailleurs. En effet, s'il arrive à un ours de se dresser un moment sur ses pattes de derrière, ça ne dure pas. Il retombe en avant dès qu'il veut faire un pas. Sa démarche est toujours quadrupède. Certains prétendus experts ont aussi avancé que ces traces devaient être le fait du Semnopithèque schistacé, singe à fourrure abondante, qui de fait s'élève dans l'Himalaya jusqu'à 4000 mètres d'altitude. C'est un frère montagnard de l'antelle, le singe sacré de l'Inde. Mais les empreintes de ses pieds grêles, à gros orteils bien détachés, ne ressemblent pas du tout à celles de l'homme des neiges. D'ailleurs, un Semnopithèque est toujours quadrupède et la trace de sa queue se marquerait dans la neige. Même un singe sans queue comme le gibbon, au surplus le seul qui soit bipède au sol, a le gros orteil opposable. Au moins par l'anatomie du pied, le yéti se rapproche plus de l'homme que des anthropoïdes. Mais quand on regarde marcher un gibbon, on constate que même un vrai singe peut par la silhouette rappeler l'homme de manière inquiétante. En somme, le plus grand yéti serait une sorte d'homme-singe gigantesque, un super gorille bipède. Un tel être a-t-il pu exister? Non seulement il le peut, mais on a la preuve concrète qu'il a existé autrefois. On le sait depuis qu'en 1934, le paléontologue hollandais Ralph von Koenigswald a découvert dans une pharmacie de Hong Kong, parmi un lot de dents fossiles vendues comme dents de dragon pour les besoins de la pharmacopée locale, une molaire d'apparence humaine, mais une molaire 6 fois plus volumineuse qu'une de nos dents correspondantes. Son propriétaire a reçu le nom de Gigantopithèque ou singe géant. Puis, en 1941 à Java, un morceau de mandibule énorme a été trouvé par le même von Koenigswald qui appela Méganthrope, le grand homme, l'être dont elle provenait. On jugera de sa taille probable en comparant une reconstruction de sa mandibule avec celle d'un homme. Le plus petit, mais le mieux connu de ces hommes singes géants est le Paranthrope d'Afrique du Sud, dont on possède des crânes entiers et un bassin trahissant le bipédisme. Enfin, tout récemment, le docteur Pei Wen-chung a exhumé en Chine une mandibule presque complète de l'énorme Gigantopithèque qui vivait il y a quelques 500 000 ans. En subsisterait-il encore dans l'Himalaya? En tout cas, dans un manuel d'histoire naturelle du Tibet, publié à Pékin au XVIIIe siècle, figure parmi tous les animaux connus et parfaitement reconnaissables un grand primate bipède évolu appelé Mi-Ge, ce qui est le nom tibétain de l'homme des neiges. On le retrouve un peu modifié dans une version mongole du XIXe siècle, et de nos jours, les Sherpas le connaissent au point de pouvoir imiter son cri. Moi, je trouve que ton puzzle est assez aride. J'en reviens à ce que te demandait tout à l'heure Jean-Marie. Est-ce que tu peux pas essayer de nous le visualiser? Et oui, eh c'est ce que j'ai essayé de faire, et pour ça, je me suis livré avec l'aide de ma femme à une sorte de petit jeu. Pour faire voir l'abominable homme des neiges, j'ai recouru à une méthode chère à la police, celle du portrait robot. L'abominable homme des neiges, donc,
serait, selon moi, apparenté au gigantopithèque. Essayons donc de nous représenter à quoi peut ressembler un anthropoïde asiatique gigantesque et bipède. Pour cela, nous allons nous fonder sur les divers anthropoïdes connus. Et nous allons commencer par les anthropoïdes africains, qui sont les moins bipèdes de tous les anthropoïdes. Ils sont franchement quadrupèdes, se déplacent, si l'on veut, horizontalement. Si vous prenez par exemple le chimpanzé comme exemple, c'est un animal qui court vraiment toujours à quatre pattes, nous verrons que son museau est très prognate, avancé vers l'avant. Et que par contre, son front est tout à fait fuyant. L'orang-outan, qui lui est asiatique, est déjà un peu plus dressé que le chimpanzé ou le gorille. À cause de la longueur de ses bras, il se tient dans une position oblique. Et nous voyons que chez lui, la tête a une forme tout à fait différente. Le museau est plus écrasé et allongé vers le bas. Par contre, le front est plus élevé, le crâne s'élève vers le haut. Extrapolons et essayons d'imaginer l'aspect que peut avoir un anthropoïde qui lui serait tout à fait dressé, comme l'abominable homme des neiges. J'ai dit que c'était un animal gigantesque. Nous allons donc prendre comme point de départ le gorille, le plus grand de tous les anthropoïdes. C'est un animal qui a une dentition puissante. Il semble que le gigantopithèque l'est encore plus puissante. Par conséquent, il a des muscles masticatoires très très puissants qui se rattachent vers le haut du crâne le long de la crête sagittale, ce qui forme une sorte de crête osseuse chez le gorille. Ceci doit être encore plus puissant chez le gigantopithèque. Chez le gorille, cette crête s'allonge surtout vers l'arrière, ce qui fait une sorte de pointe vers l'arrière du crâne, et le museau est très prognate. Faisons faire tout un mouvement de bascule à cette tête, et nous allons voir l'arrière du crâne s'élever au-dessus du crâne, et le museau, lui, s'écraser tout à fait. La face devenir plate et les mâchoires très lourdes et puissantes. Voici donc la tête de l'abominable homme des neiges ou du gigantopithèque, si vous préférez. Que savons-nous du reste du corps? Il ne s'agit plus, nous le savons, d'un anthropoïde arboricole qui se balance dans les branches au bout de ses longs bras, mais d'un anthropoïde terrestre. Par conséquent, ses bras sont certainement beaucoup plus courts, plus près de la longueur des nôtres, et ses mains n'ont pas les doigts allongés, ce ne sont plus les crochets des anthropoïdes, mais des mains qui se rapprochent de la forme des nôtres également. Les jambes, elles, sont certainement plus longues que celles des anthropoïdes chez lesquels les jambes sont un peu atrophiées et arquées. Elles sont presque comme les nôtres, mais comme c'est un animal très lourd, très puissant, il faut imaginer qu'elles sont un peu arquées et très massives. Quant aux pieds, ma foi, nous les connaissons par la forme des traces qui sont laissées dans la neige et la boue. Nous savons que le pouce n'est pas opposable et que le second doigt est une sorte de second pouce très large et écrasé, c'est le plus long. Ce que peut être l'aspect de la toison, nous n'en savons rien en nous référant au gigantopithèque, mais par contre ici nous devons nous fonder sur les témoignages des indigènes qui parlent d'une toison drue et serrée, pas très longue, assez semblable donc à celle du gorille. Et voici donc, comme je vous l'avais annoncé, le portrait de l'abominable des neiges.